le pouvoir législatif permette de mettre en place les institutions judiciaires et le pays pourra, à partir de ce moment-là, être tout à fait dans l'ordre constitutionnel normal. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire « tiens, le fichier est corrompu ou pas ». C'est la raison pour laquelle le fichier actuel est adossé au PNRAVEC, c'est-à-dire au recensement administratif à vocation d'état civil. Certains experts ont indiqué que certains pays ont mis 6, 7, 8 ans pour finaliser le PNRAVEC. Nous sommes conscients de la difficulté et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que dans le contexte actuel, la constitution du fichier électoral doit être assujettie aux modalités de mise en œuvre du PNRAVEC. C'est-à-dire qu'il faut aller avec deux dynamiques qui permettent d'avoir le fichier électoral qui permettra d'être reversé au niveau du PNRAVEC en lui facilitant une large partie des activités qui doivent être uniquement consacrées au PNRAVEC. D'où le fait que les aspects techniques, qui sont des aspects techniques qui ne sont pas du tout courants, nous amènent à aller, certes avec prudence, mais en accélérant le processus. J'ai indiqué notamment hier au ministre de l'Administration du Territoire, qui est en charge du processus de gestion du processus électoral, de convoquer le comité de pilotage pour que toutes les parties prenantes de ce processus puissent être effectivement informées de ce qui est en train d'être fait pour que nous puissions, de manière concertée, fixer les périodes permettant d'organiser le référendum et d'organiser les élections majeures, notamment la présidentielle et les législatives. Je dois vous rassurer que c'est un objectif prioritaire du président de la République. Ce n'est pas un processus que nous cherchons à banaliser, mais c'est le principe fondateur d'un pays qui sera assujetti à un socle solide en ce qui concerne la gestion du processus électoral. Et cette gestion du processus électoral, ce n'est pas pour les élections seulement à venir, mais c'est à partir de ce moment-là, ce sera pour toutes les élections qui seront organisées en République de Guinée. D'où la nécessité, pour la première fois, de faire en sorte que la carte d'électeur puisse être en relation directe avec la carte d'identité nationale, avec le passeport, avec toute la documentation susceptible d'identifier un citoyen de la République de Guinée à travers un seul numéro d'identification. Et c'est ça l'enjeu majeur qui fait que nous n'allons pas, en se précipitant dans ce processus, parce que cela nécessite technicité et nous n'avons pas le droit de faillir pour faire émerger ce fichier électoral tout en allant dans le sens, disons, des principes qui permettent la mise en place du PNRAVEC. Et ça, c'est très important, parce que le PNRAVEC sera la matrice fondatrice de tout le fichier
national, que ce soit le régime social unifié, que ce soit à tous les niveaux, ce sera le socle qui reliera les citoyens de la République de Guinée avec leur État. Si on veut avoir une idée du fichier des personnes qui sont des souffrant d'handicap, c'est à partir de cela qu'on pourra les identifier de manière sûre et certaine. Et l'importance de ce fichier dépasse pratiquement les préoccupations à caractère essentiellement électoral. Donc, cette année, le processus va se terminer et nous aurons, dans un délai raisonnable, le référendum et les élections présidentielles et législatives. Le RAVEC, vous avez dit que vous n'avez pas une idée comment les choses se passent avec le RAVEC, mais vendredi dernier, si vous suivez les actualités, j'étais à Kaloum, où on a fait la démonstration, disons, de l'utilisation du GPS à travers la géolocalisation des centres de vote et des centres d'enrôlement. Cela veut dire, d'ores et déjà, les personnes qui seront enrôlées vont l'être dans les centres de vote pour éviter l'amalgame qui fait que quelqu'un est enrôlé dans tel quartier et il se retrouve dans un bureau de vote peut-être à 10 km, 15 km. Tout cela, c'est pour éviter les difficultés que les anciennes élections nous avaient fait montrer. Donc, de ce point de vue, ça avance. Et rencontrez le coordonnateur du PNRAVEC, il vous dira où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Même moi qui suis juste à côté, j'ai reçu des personnes qui m'ont recensé, enrôlé tous les membres de ma famille. Donc le processus est en marche, le processus sera accéléré pour que nous soyons à jour par rapport à nos objectifs de tenir l'ensemble des échéances durant l'année 2025. J'essaie de regrouper les questions par centre d'intérêt pour ne pas avoir à répondre les questions une à une. Maintenant, par rapport à la question des droits de l'homme, c'est un enjeu majeur. Nous regrettons qu'il y ait des situations où des personnes peuvent être considérées comme disparues en République de Guinée. Parce que cela veut dire que nous avons encore du travail. Et en tant que Premier ministre chef du gouvernement, j'ai indiqué à tout le monde, et sur instruction du président de la République, que tous les actes doivent être en relation étroite, encadrés par l'ordre judiciaire. Et ça, c'est très important. Il ne faut en aucune manière ouvrir une brèche où des actions extrajudiciaires peuvent compromettre le processus de transition actuel ou bien ternir l'image de la République et l'image du gouvernement. Je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024, avec la disparition, entre guillemets, de Fonike Mangué et de Bilo, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement. Au contraire, on était en train d'améliorer notre position à l'international. On était en train de négocier avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et cette affaire survient au moment où les conclusions étaient très avancées. Qui était pénalisé dans cette affaire? C'était le gouvernement de la République de Guinée. Et donc, dans notre pays, il y a une tradition. Ce qui se fait sur la scène et ce qui se fait dans les coulisses, très souvent, les choses sont différentes. Nous avons une expérience de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années pour faire imputer aux autorités
des situations qui sont instrumentalisées par ailleurs. Je ne dis pas que c'est le cas, puisque les enquêtes se poursuivent, mais c'est pour dire que nous devons faire preuve de prudence et de sérénité dans les jugements hâtifs. La question du respect des droits de l'homme à l'heure actuelle, dans un environnement troublé, il ne faut plus réfléchir avec les mécanismes d'il y a 30 ans. En d'autres termes, en disant que dès qu'il y a une violation des droits de l'homme, l'État est responsable. L'État n'a plus le monopole de la violence dans la plupart des États, surtout dans notre région. L'État n'a plus le monopole de tout ce qui est, par le passé, du domaine exclusivement régalien de l'État. D'où la nécessité absolue, avant de raconter quoi que ce soit, il faut procéder à des enquêtes approfondies pour situer les responsabilités. Je dis et je réitère que le gouvernement de la République de Guinée, le CNRD, n'a aucun intérêt de ternir tout ce qui a été fait depuis le 5 septembre 2021. Les pratiques qui avaient cours par le passé doivent être combattues à tous les niveaux. Vous savez également que le changement, ce n'est pas par décret qu'un changement peut s'inscrire, s'enraciner. C'est comme un tremblement de terre. Il y a la première secousse, ensuite il y a des secousses successives jusqu'à ce que ça se calme. C'est comme ça que le processus de changement va se faire. Nous allons mettre en branle l'ensemble des services et continuer à réitérer que ceux qui ont été à la base de l'organisation des assises nationales pour que la Guinée se regarde elle-même, regarde son passé, pour tirer les leçons et faire en sorte qu'il y ait une dynamique de réconciliation et de pardon, et qui allait jusqu'à instaurer un tribunal pour juger les crimes de sang par, disons, des responsables qui, avant-hier, parlaient au nom de l'État guinéen. Ce courage et cette responsabilité ne doivent pas être ternis par des situations qui n'honorent ni la République, ni l'engagement du président et ni la détermination du gouvernement d'aller vaille que vaille sur la primauté de la loi, sur la primauté de la justice. Nous allons veiller sur ça. Et je dois dire également à tous les acteurs qui sont en compétition sur la scène politique, il faut faire preuve de responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est savoir qu'il y a une limite à des déclarations, à des appels, à des attitudes. Je ne vais pas mélanger longtemps, mais je vous dis, en tant que membre fondateur de la première organisation de défense des droits de l'homme dans ce pays, en tant qu'également président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, et tout le chemin que nous avons parcouru, je suis plus attaché que quiconque pour le respect des droits de chaque citoyen de s'exprimer et de dire ce qu'il pense dans le cadre du respect de la loi et de l'ordre républicain. Ceci est fondamental. Et je ne suis pas seul dans cette logique, puisque celui qui a organisé, invité le peuple de Guinée à suivre l'organisation du procès du 28 septembre 2009 ne peut pas encourager ni être associé à des dynamiques qui rappellent ce que nous avons combattu et ce que nous avons jugé. C'est fondamental sur cette question. Et toute la société, dans le contexte actuel, pour rendre service au pays, quelle que soit leur prise de position, doit veiller à ce que
rien ne perturbe l'ordre républicain avec des manœuvres qui relèvent d'un passé qui est éculé en 2025. Et le sport, j'avoue que, si vous vous souvenez, j'étais allé voir le ministère des Sports pour leur poser la question, où est-ce qu'on en est avec les deux stades, Nongo et 28 septembre? Parce que pour la République de Guinée, ce n'est pas admissible que dans la durée que nous soyons obligés de jouer les matchs qui devraient se tenir en République de Guinée à l'étranger. Et je suis certain que cela a impacté négativement les scores et les résultats de l'équipe nationale. Dans les prochains jours, le ministère des Sports aura à faire une communication pour situer tous les fonds du sport de manière générale sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans ce domaine. Le sport fait partie de la priorité. En quoi le sport est également une priorité? Parce que le sport est une partie intégrante du développement du capital humain. Et de ce point de vue, nous avons des lacunes. Nous avons une gestion, une gouvernance. Regardez nos quartiers, les centres, les espaces qui étaient dévolus pour que les enfants puissent avoir des terrains de jeu. Où sont ces terrains? C'est vendu. Donc, pour recréer un environnement global où le sport pourrait se développer, il va de soi qu'il faut encore faire des efforts. Et qui a décidé de vendre les terrains? Est-ce que c'est une décision individuelle ou est-ce que c'est une corruption élargie au sein de la société qu'il faut combattre? L'État peut être défaillant, la société, à partir de ce moment-là, doit être un contre-pouvoir pour ne pas que ses intérêts spécifiques soient lésés. Le ministre de l'urbanisme est là. Il sait aujourd'hui quelles sont les difficultés que nous avons pour satisfaire les besoins de construction d'écoles dans l'agglomération de Conakry. Donc, vous voyez, lorsqu'on dira qu'il faut qu'on ait un terrain pour construire une école, ça peut se justifier, les populations peuvent accepter. Mais lorsqu'on dira qu'il faut déguerpir des gens pour avoir un espace de loisirs pour les jeunes, je pense que le sentiment pourrait être autre en disant pourquoi déguerpir des gens, les mettre dans la rue pour que des jeunes gens viennent s'amuser. Donc c'est pour vous dire que le combat est global. Nous avons à corriger, à rectifier une longue mauvaise gouvernance qui avait abandonné les sentiers essentiels d'un gouvernement responsable. Malheureusement, en peu de temps, il nous est impossible de corriger tout cela, mais avec l'aide de Dieu, vaille que vaille, nous y parviendrons.